Rebonjour à tous, on se retrouve dans la vidéo du chapitre 2 qui va nous permettre de faire la synthèse des notions dans le cours. Évidemment, j'espère que vous avez bien visionné la vidéo qui correspond à l'exemple introductif avant d'aborder la synthèse du cours, puisqu'il y a certaines notions que j'ai déjà abordées dans la vidéo précédente. Pour la partie de cours qui correspond à cette semaine, donc on va traiter le grand 1 et une partie du grand 2 seulement. Alors vous pouvez bien sûr vous avancer, mais pour l'instant je vais me contenter d'enregistrer la partie qui concerne la définition de l'amortissement et le plan d'amortissement linéaire. Et puis ensuite, la semaine prochaine, vous pourrez vous concentrer sur la suite. Pour l'introduction de notre chapitre, eh bien, vous devez être inspiré puisqu'on a déjà rappelé un certain nombre de ces notions dans la vidéo d'introduction. Je vous demande déjà, lors de l'entrée dans le patrimoine, pour combien est-ce que les immobilisations ont-elles été comptabilisées? Ça veut dire que quand on les a enregistrées dans le compte de la classe 2, quelle a été la valeur qui a été prise en compte pour enregistrer les immobilisations dans ce compte de la classe 2. Donc, on l'a revu tout à l'heure. Ça faisait partie des cours du semestre 1. On a vu que lorsque l'on achète une immobilisation, cette immobilisation doit être enregistrée soit à son coût d'acquisition si l'immobilisation a été acquise à titre onéreux, ça veut dire si elle a été achetée. Donc le coût d'acquisition, je vous rappelle que c'est le prix d'achat de l'immobilisation net de réduction commerciale et financière plus les coûts directement attribuables. C'est important de maîtriser parce qu'on en aura besoin dans les différentes applications. Mais si exceptionnellement l'immobilisation n'a pas été acquise, mais elle a été produite par l'entreprise pour elle-même, c'est assez rare, mais ça arrive, alors elles sont comptabilisées à leur, non pas coût d'acquisition, mais leur coût de production. D'ailleurs, en référence au cours de calcul de coût, vous voyez que le coût de production, en fait, sera une donnée que l'on récupérera grâce à la comptabilité de gestion. En fin d'exercice, c'est l'inventaire. Donc il va convenir d'évaluer les immobilisations de manière extra-comptable. Ça veut dire que on va analyser cette immobilisation et on va se demander si elle a perdu de la valeur. Donc on va se demander si la valeur à la clôture de l'exercice, qu'on appelle la valeur d'inventaire, est restée ou non égale à la valeur d'origine. Donc la valeur d'origine qui peut être soit le coût d'acquisition, soit le coût de production. Or, il apparaît que, par définition, un actif, c'est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité et qui doit procurer à l'entreprise des avantages économiques futurs. C'est la définition officielle du PCG qu'on avait donnée pour les actifs. Il apparaît que certains actifs du patrimoine, et notamment certains actifs immobilisés, consomment les avantages économiques futurs qui se réduisent alors de façon irréversible, c'est-à-dire de façon définitive avec le temps. On parle alors d'immobilisation amortissable. Donc de façon plus simple, on a dans notre patrimoine des immobilisations qui perdent de façon définitive de la valeur. Et cette perte de valeur, eh bien notre objectif, ça va être de l'évaluer afin d'en rendre compte dans le bilan de l'entreprise. Il convient donc de déterminer dans ce chapitre déjà quelle est la liste des immobilisations qui sont amortissables. Donc vous avez compris, il n'y a que les éléments de l'actif immobilisé qui sont concernés. Deuxièmement, comment évaluer la consommation des avantages économiques, donc comment évaluer cette perte de valeur que subissent les immobilisations, et comment est-ce qu'on va constater comptablement cette consommation, donc à la fois dans le journal, puis une fois qu'on aura fait l'enregistrement comptable dans le journal, eh bien quel impact cela va-t-il avoir sur les documents de synthèse. Commençons tout de suite par la définition des actifs amortissables. Donc on va se référer aux définitions du plan comptable général, qui nous dit que un actif amortissable, c'est un actif dont l'utilisation par l'entité est déterminable. C'est pas très parlant comme définition, utilisation par l'entité est déterminable, mais bon, on va revenir dessus. Par ailleurs, il nous dit, le PCG, que l'utilisation pour une entité se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif. Donc, on comprend bien l'idée qu'il va falloir mesurer de combien se consomment les immobilisations, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire l'utilisation par l'entité est déterminable? C'est assez simple, ça veut dire simplement que l'usage attendu de votre actif est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus l'utiliser. Pourquoi est-ce que vous ne pourrez plus l'utiliser? Eh bien, du fait de différents critères. Le premier, qui est assez évident, c'est un critère physique. À un moment donné, votre immobilisation, elle va s'user, soit par le temps, soit à force de l'utiliser, et donc elle ne fonctionnera plus. Le deuxième critère,
qui est aussi assez parlant, c'est un critère technique. En effet, vous avez un certain nombre de vos immobilisations qui vont subir un effet d'obsolescence qui est lié à l'évolution technologique, illustration avec le matériel informatique qui devient très rapidement obsolète du fait de l'évolution des systèmes d'exploitation qui nécessitent toujours des processeurs beaucoup plus puissants. Le troisième critère qui concerne uniquement certaines immobilisations, c'est un critère juridique. Donc certaines immobilisations et notamment les brevets sont acquises avec une durée de protection légale qui est limitée. Donc quand vous avez un brevet, vous avez par exemple une durée de protection de 10 ou de 20 ans. Et bien au bout de 10 ou de 20 ans, votre brevet du coup n'a plus de valeur. Donc vous allez pouvoir simplement consommer finalement la protection légale que vous avez sur ce brevet. Et ensuite, il n'aura plus de valeur. Et enfin, dernier élément qui est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais on peut également avoir une utilisation d'un actif déterminable du fait de critères économiques. C'est le cas, par exemple, lorsque vous avez une machine que vous avez dédiée à la production d'un produit, et il se trouve que ce produit est en phase de déclin, que vous ne pouvez plus le lancer sur le marché puisqu'il n'y a plus personne d'intéressé. Et bien de fait, votre immobilisation, du coup, vous ne pourrez plus l'utiliser. Quelques exemples rapidement d'immobilisation qui s'amortissent et puis des exemples aussi d'immobilisation qui ne s'amortissent pas. Bien sûr, les immobilisations corporelles, elles ont une substance physique, donc forcément, elles ont généralement une durée d'utilisation limitée. Donc soit du fait de l'usure physique, soit de l'obsolescence, c'est le cas des constructions, de l'outillage industriel, des différents matériels de transport que l'entreprise peut avoir. Mais il y a une exception, notamment dans les immobilisations corporelles, une immobilisation corporelle qui ne s'amortit pas. Parce qu'on ne peut pas dire, elle va s'user, elle va se consommer, et puis au bout d'un moment, elle vaudra zéro. C'est une immobilisation qu'il y a dans votre plan de compte, donc à l'intérieur de la classe 21. Est-ce que vous auriez une petite idée ? Alors, je suis sûre que vous êtes tous précipités sur votre plan de compte, comme des fous, comme vous le feriez en cours. Et vous avez trouvé le terrain. En effet, les terrains ont une durée d'utilisation qui n'est pas déterminable. On ne peut pas dire que les terrains, ils vont se consommer. Les terrains, ils ont une valeur qui va être fonction du marché, mais on va les garder dans notre bilan pour leur valeur d'acquisition. Alors ça ne veut pas dire que les terrains ne peuvent pas perdre de valeur. Imaginons qu'on ait, je sais pas, une décharge qui se construise à côté de notre terrain, forcément notre terrain il va être un petit peu moins attractif. Donc il peut subir une perte de valeur, mais qui ne se constatera pas par le biais d'un amortissement qui lui signifie qu'on consomme véritablement la valeur du bien. Ensuite, du côté des immobilisations incorporelles, certaines immobilisations incorporelles seront amortissables, et notamment, j'en ai parlé, les brevets ou les licences, parce que il y a une protection juridique qui est limitée et qui a un terme à un moment donné, donc au bout d'un moment, on ne pourra plus utiliser ces éléments, à moins de renouveler, bien évidemment, l'achat en question. Et puis, enfin, la dernière catégorie d'immobilisation, vous vous en rappelez, il y a corporelle, incorporelle, et la dernière, c'est financière. À votre avis, est-ce que les immobilisations financières s'amortissent ? Dans les immobilisations financières, vous avez par exemple les actions que vous détenez à long terme, les obligations que vous détenez avec l'intention de les conserver à long terme. Vous avez aussi parfois des prêts. Est-ce que tout ça, ça s'amortit ? Eh bien, concrètement, non, on ne peut pas dire qu'une action, elle va perdre irrémédiablement de la valeur jusqu'à valeur zéro. Il se peut qu'elle perde de la valeur, puisque si son cours est coté sur le marché, eh bien, il se peut que votre actif perde de la valeur, mais il se peut aussi qu'elle en regagne si vous gardez cette immobilisation. Donc, ça ne répond pas à la définition des actifs amortissables qui nous disent bien qu'il y a une limite à l'usage qu'on va en faire dans le temps. Autrement dit, les immobilisations financières ne peuvent pas faire l'objet d'amortissement. Ensuite, on va définir du coup l'amortissement. Donc, on a parlé d'usure, de perte de valeur irréversible, on a parlé de consommation. Le PCG nous dit assez simplement que l'amortissement, c'est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Alors, répartition systématique, j'ai dit que c'était simple, mais finalement, vous dites, oh là là, c'est pas si simple que ça. Reprenez en tête votre exemple de camionnette tout à l'heure. On avait une camionnette qui valait au départ 20 000 euros. Et je vous ai dit, on va l'utiliser sur 5 ans. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez calculé votre amortissement ? Vous avez fait 20 000 divisé par 5. Vous avez donc réparti les 20 000 euros sur 5 ans en disant, chaque année, on va perdre 4 000 euros de valeur parce qu'on va l'utiliser à hauteur de 4 000 euros. C'est tout simplement ça. On va
essayer de répartir la valeur de cette immobilisation sur toute la durée d'utilisation, avec peut-être des années où on consommera plus, des années où on consommera moins, et ça sera à nous d'évaluer justement cette consommation. Pour faire le calcul de l'amortissement, donc nous on a fait les choses comme ça de façon assez intuitive, mais en réalité les entreprises doivent réaliser un plan d'amortissement dès l'acquisition de l'immobilisation, puisque vous allez faire un prévisionnel d'amortissement. Ce plan d'amortissement se définit de la façon suivante. Eh bien, il doit traduire, selon le PCG, la répartition de la valeur amortissable d'un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable. Autrement dit, il doit traduire les amortissements qui ont été évoqués sur l'article précédent. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire un plan d'amortissement? Pour faire un plan d'amortissement, on a systématiquement besoin de préciser 3 éléments. Le premier élément, c'est le montant sur lequel on va amortir. C'est ce qu'on appelle la base amortissable. Sur quelle valeur est-ce que je calcule mon amortissement? Pour ma camionnette, tout à l'heure, c'était 20 000. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah bah oui, mais si on compte la revente, ça sera peut-être 18 000. Donc du coup, on va définir de façon officielle cette base. Deuxième élément dont on a besoin pour faire un plan d'amortissement, c'est la durée et le rythme de consommation des avantages économiques. On amortit sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Quelle durée on choisit? Qui nous la donne, cette durée? Et troisième élément dont on a besoin de déterminer le mode d'amortissement, sachant qu'il existe plusieurs modes d'amortissement, et notamment le mode linéaire, où on considère que la perte de valeur de l'immobilisation est constante avec le temps, et un mode non linéaire, où on aura des immobilisations qui vont perdre de la valeur, mais pas forcément la même chaque année. Commençons par la base amortissable. Par définition, la base amortissable correspond à la soustraction entre la valeur brute et la valeur résiduelle. La valeur brute, en fait, c'est quoi? C'est la valeur d'origine de l'immobilisation. C'est la valeur pour laquelle l'immobilisation est rentrée dans le patrimoine, c'est-à-dire, c'est le compte de la classe 2, en fait, c'est ce qu'on a mis dans le compte de la classe 2 lors de l'écriture d'entrée dans le patrimoine. Et qu'est-ce qu'on a mis dans le compte de la classe 2? On l'a rappelé tout à l'heure, juste en introduction. Dans le compte de la classe 2, lorsque l'immobilisation rentre dans le patrimoine, soit on met le coût d'acquisition de l'immobilisation si l'immobilisation a été acquise à titre onéreux, le coût d'acquisition correspondant, je vous le rappelle, au prix d'achat de l'immobilisation nette de réduction commerciale et financière, plus je vous entends là, je vous écoute, plus les coûts directement attribuables, c'est-à-dire tous les frais que l'entreprise a engagés pour mettre l'actif en état de fonctionner. Les frais de transport, les frais d'installation, les frais de montage par exemple. Ça, c'est à repérer sur la facture d'acquisition. Ou alors, si vous avez une immobilisation que vous avez produite vous-même, c'est le coût de production qui donnera lieu à la valeur brute. À cette valeur brute, alors il se peut qu'on amortisse sur la valeur brute puisque certaines immobilisations n'ont pas de valeur résiduelle. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur résiduelle? Eh bien en fait, il y a certaines entreprises qui achètent des immobilisations, mais elles ne souhaitent pas les consommer jusqu'au bout. Par exemple, elles achètent des voitures pour leurs commerciaux ou des camionnettes pour leurs livreurs, et elles se disent, ces camionnettes, je vais les garder 2 ans. Je vais les garder 2 ans, je vais bien rouler avec, et puis au bout de 2 ans, je vais les revendre, parce qu'au bout de 2 ans, il commence à y avoir des frais d'entretien, des pannes, et donc je veux m'éviter d'avoir à gérer tout ça. Donc moi, je sais qu'au bout de 2 ans, systématiquement, je revends mes camionnettes. Mais je sais que je vais les revendre, et je peux évaluer dès à présent une estimation en fait de ce que je vais récupérer lors de la vente. Pour une camionnette, c'est assez facile, hein. Vous avez des cotes en fait pour les véhicules d'occasion, et pour différentes machines, vous pouvez également avoir un marché de l'occasion sur lequel vos matériels industriels peuvent être revendus assez rapidement. Donc la valeur résiduelle, c'est une valeur de revente. Alors plus exactement, le PCG définit ça comme un montant net de coût de sortie que l'entreprise obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation. Donc si je décide d'utiliser ma camionnette au bout de 2 ans, je me demande combien je vais vendre ma camionnette et je vais enlever de ce montant les éventuels frais que je vais devoir supporter. C'est ça le montant net de coût de sortie. C'est que des fois, il va falloir que je déplace le camion à un autre endroit pour pouvoir le livrer, et donc forcément, ça peut engendrer des frais. Cette valeur résiduelle, donc, elle est déterminée dès l'entrée de l'actif, donc il faut déjà avoir une estimation de à combien on va la revendre, et elle ne sera prise en compte que si elle est significative et mesurable dès l'acquisition. Alors significative, on estime à peu près que si la valeur résiduelle représente plus de 10% de la valeur brute, alors elle est significative.
sinon il convient de ne pas en tenir compte. Et mesurable dès l'acquisition, eh bien, il faut que vous ayez des données qui soient suffisamment fiables pour la mesurer. C'est pas au petit bonheur la chance, hein, on ne mesure pas comme ça. On continue avec le deuxième élément dont on a besoin pour faire le plan d'amortissement. Rappelez-moi, la base, c'était quoi le deuxième? C'était la durée et le rythme de consommation des avantages économiques. Et bien concrètement, pour savoir calculer votre annuité d'amortissement, donc l'amortissement annuel d'une immobilisation, vous avez besoin de savoir en fait combien de temps vous allez l'utiliser. Donc comptablement, les entreprises doivent retenir systématiquement la durée d'utilisation probable de l'actif telle qu'elle a été déterminée par la direction de l'entreprise. Je viens de vous évoquer un exemple avec des camionnettes, ça peut être 2 ans ou ça peut être 5 ans. Mais je dois bien retenir la durée d'utilisation et non la durée de vie de l'actif. Ma camionnette, elle a peut-être une durée de vie de 10 ans, mais si je ne l'utilise que pendant 2 ans, eh bien je n'amortirai que sur une durée de 2 ans. Troisième élément dont j'ai besoin, c'est le mode d'amortissement. J'en ai évoqué 2 lors de mon exemple d'introduction, c'est les 2 qu'on va voir dans le cadre du cours de cette année. Le point commun entre les différents modes d'amortissement, c'est que celui qu'on choisit pour amortir nos immobilisations doit, par définition, traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'entreprise. Donc en fait, il doit bien mesurer ou le plus fidèlement possible la perte de valeur qu'a subi les immobilisations. Puisque l'idée, c'est de donner une image fidèle du patrimoine, donc il faut qu'on évalue correctement la perte de valeur. Pour évaluer ce rythme de consommation, on peut opter pour soit considérer que la consommation de l'immobilisation est constante en fonction du temps, et dans ces cas-là, on parlera d'amortissement linéaire, soit on peut considérer une autre façon d'amortissement où on va considérer que la consommation de mon immobilisation est fonction d'une unité de mesure que j'appelle une unité d'œuvre. Ça peut être le nombre de kilomètres pour une voiture, ça peut être un nombre de pièces produites ou un nombre d'heures de travail pour une machine. Et dans ces cas-là, je vais avoir une consommation qui ne sera pas constante avec le temps, puisqu'il se peut que je roule plus avec ma voiture au début qu'à la fin, que je produise plus avec ma machine à la fin qu'au début, et donc j'aurai des amortissements qui seront différents selon les années. Il s'agit alors d'un amortissement qu'on qualifie de non linéaire. Le PCG précise toutefois que si vous n'avez pas vraiment d'unité de mesure pour relever la consommation de votre immobilisation, si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, à défaut de mode mieux adapté, eh bien, prenez le mode linéaire. Sachant que si vous avez plusieurs actifs de même nature, donc par exemple plusieurs véhicules, eh bien à partir du moment où vous avez opté pour le mode non linéaire, par exemple pour l'un, sachant que vous avez d'autres véhicules sur lesquels vous avez le même mode d'utilisation, eh bien vous devez tous les amortir de la même manière. Vous ne pouvez pas dire ah bah celui-là c'est linéaire, celui-là c'est non linéaire. Si vous avez les mêmes conditions d'utilisation avec vos actifs, vous devez les amortir selon le même mode. Par contre, si vous avez un matériel industriel, vous pouvez l'amortir en mode linéaire et votre immobilisation matériel de transport en mode non linéaire. Ça, c'est possible. Voilà pour les premiers éléments qui vont nous permettre ensuite de nous lancer dans la réalisation de notre premier plan d'amortissement. Commençons par établir un plan d'amortissement linéaire. Le principe du plan d'amortissement linéaire, on l'a déjà vu, c'est qu'il répartit de manière égale la base amortissable sur la durée d'utilisation prévue du bien. Donc on considère que le bien perd de la valeur en fonction du temps. On va, pour pouvoir évaluer la consommation des avantages économiques, suivre un certain nombre de règles que je vais vous exposer dans le tableau suivant. Donc vous allez les noter au fur et à mesure. Et moi, le but du jeu, c'est que je les commente un petit peu avec le pointeur. Donc le champ d'application ici de notre plan d'amortissement concerne toutes les immobilisations amortissables, puisque toutes peuvent faire l'objet d'un amortissement linéaire. Ensuite, on va noter N ici, la durée d'utilisation probable qui est définie, je vous le rappelle, par la direction de l'entreprise. Donc ça va être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On peut alors définir la perte de valeur que subit notre immobilisation chaque année en calculant un taux d'amortissement. Le taux d'amortissement que l'on va noter T se calcule en faisant 100% divisé par N et va calculer le pourcentage de perte de valeur qu'a subi notre immobilisation. Donc si j'amortis mon immobilisation sur 2 ans, ça veut dire que chaque année elle perd 50% de sa valeur, 100% sur 2 ça fait 50. Si j'amortis mon immobilisation sur 4 ans, chaque année elle perd 25% de sa valeur. Si je l'amortis sur 10 ans, chaque année elle perd 10% de sa valeur. Ensuite, je continue avec la date de départ. À partir de quand est-ce que je vais
considérer que mon immobilisation se consomme, qu'elle perd de la valeur? Eh bien, c'est évidemment à partir de la date où je commence à l'utiliser, c'est-à-dire à partir de la date de mise en service. Et ça, c'est important parce que lorsque vous avez une facture d'acquisition d'immobilisation, eh bien, vous avez la date de facturation qui apparaît, mais ce n'est pas forcément la date à laquelle vous allez commencer à utiliser votre immobilisation parce qu'il se peut qu'il y ait un délai de réglage, d'installation qui fait que vous allez décaler cette date de mise en service. Ensuite, pour calculer votre annuité d'amortissement, que je note A, eh bien, il faudra prendre votre base amortissable et la multiplier par le taux d'amortissement. Ou plus simplement, si vous préférez, prendre votre base amortissable et diviser par le nombre d'années d'utilisation. Ça revient exactement au même. Mais il se peut que vous achetiez votre immobilisation et vous la mettiez en service en cours d'année. Dans ces cas-là, il faudra faire attention car la première annuité va être calculée, on dit pro rata temporis, ça veut dire en fonction du temps d'utilisation que vous avez, en fonction du temps d'utilisation pour la première année. Ce temps d'utilisation, pour le calculer, vous allez l'évaluer en jours systématiquement. Et vous allez calculer le nombre de jours qu'il y a entre la date de mise en service de votre immobilisation et la date de fin d'exercice. On considère par simplification que tous vos mois ont 30 jours et que votre année compte 360 jours. Donc pour calculer cette première annuité, vous allez prendre en fait une annuité complète que vous avez calculée ici et vous allez appliquer le prorata. Par exemple, 100 jours, je l'ai utilisé 100 jours sur 360, donc faites première annuité égale annuité complète fois 100 sur 360. Alors, il est aussi possible de raisonner sur une base de 365 jours. C'est pas faux quand vous calculez sur une base de 365, mais on se simplifie la tâche puisque on est là simplement pour apprendre les concepts. On se simplifie la tâche puisqu'on va le faire sur papier, donc c'est plus facile de compter avec 30 jours. Ensuite, on calcule la dernière annuité. La dernière annuité, en fait, elle va compléter la première. Quand je vais additionner la première et la dernière, je vais trouver forcément une annuité complète. Et donc, pour la calculer, vous faites annuité complète moins première annuité. Enfin, dans le plan d'amortissement, on sera amené à calculer la valeur nette comptable de l'immobilisation. Donc, ce qui va correspondre en fait à notre valeur d'inventaire. Ça sera le montant de la valeur brute moins le total des amortissements qui ont été pratiqués. C'est cette valeur qu'on pourra ensuite reporter dans notre bilan. Allez, on passe tout de suite à un exemple pour mettre cela en application. Le 11 septembre de l'année N, l'entreprise Alu a acquis pour 9 500 € hors taxe un nouveau serveur pour améliorer le fonctionnement du réseau de son entreprise. Je vous ai mis une petite image de serveur. Un serveur, c'est un gros ordinateur, plusieurs gros ordinateurs qui vont permettre de faire circuler les données. Vous avez dû voir ça en informatique. Les frais d'installation et de test s'élèvent à 500 € hors taxe. Le serveur a été mis en service le 18 octobre de l'année N. Il a une durée de vie annoncée par le fabricant de 10 ans, mais l'entreprise compte l'utiliser pendant 5 ans. Compte tenu de l'existence d'un marché de l'occasion pour ce type d'équipement, l'entreprise Alu pense revendre ce matériel informatique dans 5 ans pour une valeur de cession nette de commission de vente de 2000 € hors taxe. Cette valeur est considérée comme significative. L'exercice comptable de l'entreprise Alu coïncide avec l'année civile, ce qui veut dire que notre date d'inventaire a lieu au 31 décembre de l'année N. Pour établir notre plan d'amortissement, on a besoin de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la base amortissable. Alors comment se calcule la base amortissable? Rappelez-vous, c'est la différence entre la valeur brute et la valeur résiduelle. Ah oui, mais c'est quoi déjà la valeur brute? La valeur brute, on l'a dit, si c'est une immobilisation qui est acquise à titre onéreux, ça correspond au coût d'acquisition de l'immobilisation. Donc ici, je vais vous demander de surligner les éléments qui font partie du coût d'acquisition de votre immobilisation. Alors concrètement, ici, vous voyez que l'entreprise a acheté votre serveur là, on l'a acheté pour 9 500 €. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent dans le coût d'acquisition? Il n'y a pas de réduction, donc pas de réduction commerciale, pas de réduction financière, mais vous le voyez, il y a des frais d'installation et de test qu'on appelle coûts directement attribuables. Donc on va surligner également ces 500 €. On a donc de fait un coût d'acquisition de cette immobilisation qui est de 10 000 €. À cette valeur brute, je vais devoir enlever la valeur résiduelle. Une valeur résiduelle, c'est une valeur de revente estimée dès le départ, une valeur qui doit être significative. Ici, il est marqué qu'on a une valeur de cession nette de commission de vente, ça veut dire que on a déjà tenu compte du fait qu'il fallait donner de l'argent à quelqu'un qui va nous vendre en fait notre serveur, et donc net, on va récupérer 2000 €. 2000 €, c'est ce qui vient dans notre poche normalement.
Donc 2000 euros, c'est la valeur résiduelle. Je la surligne également. Si mon stylet veut bien marcher. Voilà, c'est mieux. Du coup, je vais pouvoir calculer ma base amortissable. Donc on a dit coût d'acquisition 10 000 euros moins 2000 euros de valeur résiduelle. On continue ensuite avec le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement, dans le cas présent, va se calculer sur la base d'une durée d'utilisation. Cette durée d'utilisation, elle est où? Elle est là, elle est marquée à 5 ans. Fais attention, hein, parce qu'il y a une durée de vie qui est marquée de 10 ans, mais c'est marqué qu'on compte utiliser le serveur seulement pendant 5 ans. Donc on va amortir uniquement sur 5 ans. Ça veut dire que chaque année, le bien va perdre 100% divisé par 5, soit 20% de sa valeur. On va donc poser le problème dans les termes suivants. Donc pour bien vous faire comprendre, j'ai l'habitude de vous faire tracer un axe avec les différentes années pour bien comprendre quelle est la première annuité, quelle est la dernière annuité. Donc concrètement, ici, je trace un axe sur lequel j'ai positionné, attention, je me suis positionné ici au 18 octobre de l'année N, alors que là, il y avait une date qui était au 11 ici, mais cette date du 11, je n'en tiens pas compte, puisque c'est la date d'acquisition. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la date de mise en service. J'ai ici sur mon schéma positionné donc la première annuité qui, vous l'avez constaté, est incomplète, 4 annuités complètes et ma dernière annuité. J'ai donc bien un amortissement sur 5 ans, car la première annuité et la dernière annuité se complètent. Je vais calculer, de fait, pour commencer, à combien s'élève une annuité complète d'amortissement. Ça veut dire si je consomme mon serveur pendant un an entier, à combien s'élève la perte de valeur du serveur. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend A, que j'appelle annuité d'amortissement, égale ma base amortissable divisé par le nombre d'années d'utilisation, ou base amortissable multipliée par taux d'amortissement, ça revient au même. Ça me donne A égale 8000 multiplié par 20%, ou A égale 8000 divisé par 5, ce qui me fait 1600 euros de perte de valeur ou de consommation des avantages économiques futurs attendus. Oui, mais la première année, c'est différent. Pourquoi? Parce que la première année, je ne détiens pas le serveur sur l'ensemble de l'année. Je ne vais consommer le serveur que entre le 18 octobre et le 31 décembre de l'année N. Combien y a-t-il de jours entre le 18 octobre et le 31 décembre? Alors pour ça, vous comptez déjà combien il y a de jours pour aller du 18 octobre jusqu'à fin octobre. On considère que octobre a 30 jours. On fait 30 moins 18, ça fait 12 jours. Puis ensuite on compte le nombre de mois restants. Novembre, décembre, ça fait 2 mois. 2 mois qui comptent chacun 30 jours. Ça nous fait 60 jours pour plus 12 jours. On a donc un nombre de jours entre la date de mise en service et la date d'inventaire qui est de 72. De fait, pour calculer votre première annuité, vous allez prendre une annuité complète, donc 8000 fois 20%, et vous allez appliquer à cette annuité complète un prorata de 72 sur 360. Ce qui nous donne 8000 fois 20% fois 72 sur 360, ou on aurait pu mettre directement 1600 fois 72 sur 360, soit 320 euros. Il nous reste à calculer la dernière annuité, mais la dernière annuité c'est facile, car la dernière annuité complète la première. Je sais que l'addition de la première et de la dernière doit me donner 1600. Donc, de fait, pour trouver cette dernière annuité, je fais 1600 euros moins 320 euros. J'aurai ainsi, effectivement, 5 annuités de 1600 réparties en fait sur 6 exercices comptables. Une fois qu'on a fait ces calculs préparatoires, on va pouvoir compléter le plan d'amortissement. Le plan d'amortissement, c'est ce tableau prévisionnel de la consommation des avantages économiques futurs. Il s'établit, je vous le rappelle, dès l'acquisition de l'immobilisation. Alors, comment se présente un plan d'amortissement? Vous avez tout d'abord un en-tête dans lequel vous avez un ensemble d'informations qui correspond à l'immobilisation que vous avez acquise, notamment le numéro du compte dans lequel vous l'avez enregistré, la nature de l'immobilisation, le type d'amortissement que vous allez pratiquer, sa date d'acquisition, sa date de mise en service. On va commencer par celle-là. Je vais vous demander de réfléchir un petit peu à ces informations. Alors, le numéro du compte dans lequel on a enregistré cette immobilisation, qu'est-ce que ça peut être? On a acheté quoi? Un serveur. Un serveur, c'est un matériel informatique. Dans votre plan de compte, est-ce que vous pourriez me dire quel numéro est utilisé lorsque l'on enregistre une acquisition de matériel informatique? Faites pause si vous avez peur que je donne la réponse trop vite. Ou alors attendez patiemment que je donne la réponse sans chercher dans votre plan de compte, mais c'est mieux de chercher quand même. Alors normalement, vous avez dû trouver
le compte 2183, matériel de bureau et informatique. La nature de l'immobilisation, eh bien, c'est un serveur informatique. Le type d'amortissement que vous allez pratiquer ici, ben, on vous dit rien, donc en fait, ça veut dire que vous allez amortir en fonction du temps, donc c'est un mode d'amortissement linéaire. Et concernant les dates, on a noté dans l'énoncé qu'il y avait une différence entre la date d'acquisition, qui était le 11 septembre, et la date de mise en service, qui était au 18 octobre, je crois. Donc on va commencer par noter ces informations, et ensuite on continue sur la partie droite, où on va reporter la durée d'utilisation retenue, la date de début d'amortissement, le taux d'amortissement qu'on a calculé tout à l'heure, la valeur brute et la valeur résiduelle qui nous ont permis d'obtenir la base amortissable. Donc là, c'est vraiment, on recopie de l'information à laquelle on a déjà finalement réfléchi tout à l'heure. Donc on a une durée d'utilisation retenue de 5 ans, qui correspond à la durée d'utilisation décidée par la direction de l'entreprise. La date de début d'amortissement, c'est le 18 octobre parce qu'on commence à partir de la date de mise en service. Le taux d'amortissement, on l'a calculé, il est de 20%. La valeur brute, c'est le coût d'acquisition de l'immobilisation, c'est sa valeur d'origine, c'est la valeur pour laquelle elle est rentrée dans le compte de la classe 2 lors de l'achat. La valeur résiduelle, c'est notre valeur de cession nette de frais, donc c'est vraiment le montant qu'on va récupérer. Et la base amortissable, c'est 10 000 moins 2 000, c'est-à-dire 8 000. Ensuite, on va remplir ce tableau d'amortissement. Et ce tableau d'amortissement, eh bien, là, en fait, il est déjà dessiné, donc vous savez exactement ce qu'on met dedans et puis combien il y a de lignes. Mais en fait, le jour d'un examen, c'est à vous soit de le tracer, soit de déterminer au moins le nombre de lignes qu'il y a dans ce tableau, puisque je ne donnerai pas forcément le nombre de lignes qui correspond au nombre de lignes exact. En l'occurrence, ici, vous avez un amortissement sur 5 ans. Mais votre amortissement sur 5 ans est réparti en fait sur ces 6 exercices comptables, car le premier exercice et le dernier exercice vont se compléter. On va donc remplir les années, on va commencer sur l'année de mise en service, c'est-à-dire N, et on va compter comme ça 6 années. On va donc de N jusqu'à N plus 5. Donc retenez que lorsque l'on a un plan d'amortissement linéaire, le nombre de lignes du plan d'amortissement comporte systématiquement une ligne de plus que la durée d'utilisation retenue par l'entreprise s'il y a une acquisition en cours d'année. Bon, c'est quand même assez rare de faire des acquisitions le 1er janvier. Hein. Ensuite, on complète la base amortissable, et là, il n'y a pas de difficulté particulière. Notre base amortissable est stable, elle est toujours de 8 000 €. Il se peut que cette base soit amenée à être modifiée dans un autre plan d'amortissement, qu'on appelle le plan d'amortissement dérogatoire, qui correspond à un amortissement fiscal. Mais ce n'est pas au programme pour cette année. Donc la base amortissable, vous recopiez partout 8 000 € que vous avez trouvé précédemment. Ensuite, on reporte les annuités d'amortissement. Alors là, on les a déjà justifiées, puisqu'on a fait un travail préparatoire. Si vous ne les aviez pas justifiés, vous auriez fait des renvois à chaque fois que vous auriez fait un calcul. Donc par exemple, là je vais simplement recopier tous les éléments, mais par exemple le 320 là qui est sur la première ligne, ce 320 il a nécessité un calcul, donc vous auriez mis un petit renvoi, petit 1, avec une petite ligne de renvoi sous votre plan d'amortissement pour justifier le calcul qui vous a permis de trouver 320. J'oublie des mots en cours de route parce que je commence à fatiguer. Ensuite, on continue avec le montant des amortissements cumulés. Les amortissements cumulés, c'est les amortissements qu'on va retrouver en fait dans la colonne du milieu au niveau du bilan. Hein. Les amortissements vont se cumuler année après année pour permettre de voir à combien finalement c'est consommé au total l'immobilisation. Est-ce que vous avez déjà fait un cumul en mathématiques? Bah oui, il me semble bien que c'était au programme du S1. Donc pour faire un cumul, rien de plus simple. Alors il faut que je prenne le bon stylet, voilà. Première année, il y a eu une seule année d'amortissement, donc on recopie 320, rien de plus simple. La deuxième année, je vais prendre mon 320 ici, et je vais additionner avec mon annuité d'amortissement de l'année d'après, donc 320 plus 1600, ça me donne 1920. Je continue, j'ai mon 1920, j'additionne avec le troisième élément, 1920 plus 1600, ça me donne 3520. J'espère que je ne fais pas d'erreur d'étourderie. 3520 plus 1600, etc., etc. Et là, en fait, avant même de trouver la solution en bas, j'aimerais savoir ici combien est-ce que je dois trouver. Concrètement, quand mon immobilisation se sera totalement amortie, j'aurai amorti combien? Eh bien, j'aurai amorti forcément la base amortissable qui est ici. Je vais forcément retrouver cette base amortissable. Donc on vérifie avec la diapo suivante où j'ai remis tout ça de façon propre, et vous allez prendre un stabilo
et vous allez surligner ici le fait que votre base amortissable, j'ai pas pris un stabilo, j'ai pris un stylet, vous allez surligner avec une couleur spécifique que là, le 8 000 € correspond au 8 000 € qui est ici. On continue ensuite avec... C'est bon pour le cumul, hein? Ouais, vous me dites oui parce que vous savez faire un cumul. On continue avec la valeur nette comptable de fin d'exercice. Alors, reprenez éventuellement le tableau de la page d'avant, puisque c'est dans ce tableau de la page d'avant que l'on a défini la valeur nette comptable. On a dit valeur nette comptable égale valeur brute moins... Non, pardon, si c'est ça, valeur brute moins le montant des amortissements cumulés. Si je m'embrouille, je vais vous embrouiller aussi. Donc je reprends, valeur nette comptable égale valeur brute moins cumul des amortissements. Elle est où notre valeur brute? Notre valeur brute, si vous regardez bien, elle est ici. Elle est à 10 000 €. Et notre cumul des amortissements, il est là. Ok? Ça veut dire que, concrètement, pour trouver la valeur nette comptable à la fin de la première année, je vais faire 10 000 moins 320. Et 10 000 moins 320, eh bien, à ce stade de la journée, je ne sais pas combien ça fait. Donc, je prends ma calculatrice ou mon polycopier, parce que moi, j'ai la correction sous les yeux, ce qui me donne 9 680. Ce 9 680, ici, il a nécessité un calcul, donc je mets un petit renvoi, petit 1, pour expliquer comment je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en faisant 10 000 moins 320. Je peux faire la même chose après sur la ligne d'après. Sur la ligne d'après, la valeur nette comptable, c'est 10 000 moins 1920. 10 000 moins 1920, ça me donne 8 080. Petit 2. Tac. Donc petit 2, 10 000 moins 1920. Mais à chaque fois de faire 10 000 moins 320, 10 000 moins 1920, 10 000 moins 3520, c'est un petit peu fastidieux. Il y a une façon un petit peu plus rapide. En fait, la première fois, vous calculez 10 000 moins 320 et vous trouvez votre 9 680. Et pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a simplement enlevé 1600. Donc, je fais 9 680 moins le 1600 qui est ici. Et je trouve 6 480. Ensuite, j'ai mon 6480 qui est ici. Je fais 6480 moins le 1600 qui est ici. Et je trouve 4880. 4880 moins le 1600 qui est ici égale 3280. Et enfin, 3280 moins 1280, vous l'avez compris, ça me donne 2000. Pourquoi 2000? Eh bien parce qu'à la fin de mon plan d'amortissement, la valeur nette comptable de mon immobilisation correspond en fait à ma valeur résiduelle. Donc comme tout à l'heure, vous allez prendre un surligneur, vous allez surligner votre valeur résiduelle ici, et vous allez surligner de la même couleur ici. Alors essayez de prendre des couleurs différentes pour bien distinguer la valeur résiduelle de la base amortissable. Donc on retient, le cumul des amortissements doit nous donner la base amortissable et la valeur nette comptable en fin d'exercice. On fait bien valeur brute moins le cumul et à la fin on trouve systématiquement le montant de la valeur résiduelle. Allez, c'est tout pour cette semaine. On va couper le cours, je sais, en plein milieu, mais je ne vais pas vous mettre plus que 6 heures de cours. On aurait pu, vous aviez un emploi du temps tellement dispo cette semaine que c'était faisable, mais je voudrais pas vous assommer trop avec la comptabilité. En parlant d'assommer, eh bien, moi je vais faire une petite pause, donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Relisez bien vos notes de cours, relisez bien les exercices pour commencer à assimiler les notions. C'est tout ça de prix pour les évaluations. À bientôt!